Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le 6e volet de notre série d'entretiens vidéo et long format modestement intitulée Repenser l'islam. D'ici à la fin de cette année doit être définitivement mise sur orbite la Fondation pour l'Islam de France, relancée après les attentats de 2015 et qui doit succéder à la Fondation pour les œuvres de l'islam qui avait été créée en 2005 avant de péricliter. Alors la relance de cette fondation a également été préconisée par un rapport rendu, je cite, le 6 juillet dernier par la mission d'information sénatoriale sur l'organisation, le fonctionnement et le financement de l'islam de France, un islam de France qui passe nécessairement par les imams, auquel notre invité d'aujourd'hui a consacré un ouvrage il y a maintenant quelques temps. Bonjour Solène Joanneau. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en sciences politiques à Strasbourg et vous aviez donc publié, c'était en 2013, Les imams en France, une autorité religieuse sous contrôle, c'est aux éditions Agone. Je sais que depuis, vous avez un peu déporté vos champs de recherche, mais quand vous entendez Nathalie Goulet, qui était la rapporteuse de cette mission, expliquer qu'il faut éviter absolument la formation des imams à l'étranger ou qu'il faut une école normale pour former les imams, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a du nouveau depuis que votre livre est paru ? Ben non, c'est vrai que sur ce qui est assez frappant sur la question des imams, ou en tout cas la manière dont les pouvoirs publics où les professionnels de la politique évoquent cette question, c'est qu'en fait, on tourne un petit peu en rond depuis maintenant, je dirais, le début des années 90, puisque l'émergence de la problématique de la formation des imams, c'est, je dirais, le mandat de Pasqua à l'intérieur, donc au milieu des années 90. D'autant que moi, j'ai rencontré la commission, alors ça ne faisait pas partie des séances filmées, j'ai mangé avec eux, et il y a des choses que j'ai dites qui sont passées, je pense, notamment l'idée qu'il n'y avait pas, que ce n'était pas une institution centralisée, l'imama, mais par contre, la question de la formation, j'ai essayé de leur expliquer que voilà, ça faisait très longtemps qu'on essayait de faire ça et que je pense qu'il fallait en sortir. Mais c'est pas passé. Le message, effectivement, n'est pas passé. Alors justement, votre livre, il débute par le témoignage d'un ouvrier marocain devenu imam qui vous dit mais c'est pas comme un prêtre, un imam. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas cet adossement à une hiérarchie ecclésiale et qu'il n'y a pas cette division théologique entre les prêtres et les laïcs qu'on arrive mal à comprendre ce qu'est l'imama et encore plus à le structurer ? Alors effectivement, l'islam est ce qu'on appelle une religion du sacerdoce universel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'intermédiaire entre Dieu et les hommes, et donc il n'y a pas de clergé. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de clercs, ce qu'on appelle des clercs en sociologie, c'est des professionnels qui sont là pour mettre en diffusion ce qu'on appelle les biens de salut, donc qui viennent expliquer aux gens qu'est-ce qu'il faut croire, comment il faut croire, comment est-ce qu'on peut pratiquer, puis qui peuvent avoir, comme dans le cas des imams, une fonction de technicien du culte, c'est-à-dire qu'ils dirigent la prière, ils font les prêches du vendredi. Et c'est vrai que ce rôle de clerc, il est beaucoup moins structuré que le rôle de clerc dans d'autres religions, comme dans le catholicisme, où là on a un vrai clergé qui dépend d'une institution qui va dire qui est clerc et qui ne l'est pas. Alors dans les pays d'origine, cette absence de clergé, elle a en tout cas dans les pays des anciennes dits musulmans, des anciennes colonies françaises, il a été en partie compensé parce que on a souvent transformé les imams en fonctionnaires. Et donc finalement c'est l'État en Algérie, en Turquie, qui va dire qui est imam, puisqu'il y a un mouvement de fonctionnalisation. Dans le cas du Maroc, on va surtout dire qui a le droit d'accéder aux mosquées pour y tenir ce rôle-là. Donc les imams ne sont pas fonctionnaires, mais ils sont quand même contrôlés. En France, on est un État laïque, et donc évidemment, l'État n'a pas le pouvoir de décider qui est imam et qui ne l'est pas. Et en même temps, on voit bien que depuis le début des années 90, les agents du ministère de l'Intérieur ont cette tentation récurrente. Alors d'abord, ils sont embêtés. Comme il n'y a pas d'instance qui va précisément dire qui est imam et qui ne l'est pas, il y a toujours la peur que des gens qui ne seraient pas imams se disent imams, notamment pour obtenir un titre de séjour. Et d'ailleurs, c'est intéressant, on voit qu'ils ont exactement la même crainte avec, par exemple, les pasteurs évangéliques originaires d'Afrique de l'Ouest, où il y a cette idée, est-ce que c'est un vrai pasteur ou pas, etc. Autoproclamé. Autoproclamé, voilà. Et puis après, il y a l'idée, effectivement, est-ce qu'ils sont des vrais et est-ce qu'ils sont compétents? Et la loi de 1905 dit que c'est de la responsabilité des communautés religieuses. Et l'État voudrait pouvoir contrôler, sauf qu'il n'a pas les moyens juridiques de le faire. Et donc là, ça ouvre la porte à tout un tas de pratiques qui sont du bricolage, à la limite des fois de la légalité, quoi.
Alors on va venir à qui sont ces imams, parce que comme vous dites, s'il n'y a pas de clergé, il y a quand même des clercs. Mais puisque vous citez la loi de 1905, autant tout de suite aborder cette question, puisque la nouvelle fondation de l'islam de France, hein, qui est d'utilité publique, elle est censée avoir une envergure strictement culturelle. Je cite, sa vocation sera de soutenir des projets dans les domaines de l'éducation, de la culture et du social. Elle pourra à la fois prendre en charge la formation profane des aumôniers des imams, la recherche en islamologie, le financement de thèses et apporter son soutien à la connaissance de la religion et de la culture musulmane à travers expositions, productions audiovisuelles ou numériques. Donc, à cette fondation sera associée une association, elle, cultuelle, non pas culturelle, en gros liée au CFCM, le Conseil français du culte musulman. Est-ce que... et on voit bien que, mais quand même, par exemple, avec l'argent de la fondation culturelle, on pourra quand même financer, par exemple, une exposition dans une mosquée. Donc on ne peut pas financer le culte lui-même ni la construction de mosquées. Est-ce qu'en gros, l'État a toujours été gêné aux entournures par cette loi de 1905 et n'a cessé de la contourner? Enfin, d'essayer de la contourner? C'est-à-dire que je pense que dans le cas des autres cultes, moins, mais parce qu'en fait, si vous regardez la structuration des cultes en France, elle a été largement structurée par l'État. Il n'y a qu'à regarder comment le judaïsme est organisé en France. Il n'y a qu'en France qu'il y a un consistoire et qu'on a une religion juive aussi centralisée, en fait. Sauf qu'effectivement, pour des raisons qui tiennent à l'histoire, le culte musulman va s'implanter sur le territoire français à un moment où l'État français n'a plus les moyens de la centralisation. Et ce qu'ont monté un certain nombre de chercheurs en sciences politiques, c'est que finalement, l'administration, elle ne réinvente pas en permanence des nouvelles manières de gérer les problèmes. Hein, elle va essayer d'utiliser des recettes qui sont déjà préexistantes. Et donc, c'est vrai que la tentation du ministère de l'Intérieur, c'est de trouver des moyens d'institutionnaliser le culte musulman sur un registre assez similaire pour les autres cultes, sauf qu'il n'a plus les moyens juridiques. Et donc on est en face d'un paradoxe qui est intéressant, c'est on va contourner la laïcité parce qu'on pense qu'une fois qu'on aura mis en place un système qui convient bien, on n'aura plus du tout à intervenir. Donc finalement, on va aux marges de ce que permet le droit pour finalement réinstaurer une laïcité qui serait perçue comme plus authentique. Et au nom du fait que les musulmans ne respecteraient pas la laïcité. Donc on est un peu dans quelque chose qui tourne comme ça un peu, et au nom duquel on justifie beaucoup de choses. Et je pense que c'est problématique parce que les musulmans sont eux-mêmes gênés de ces tentatives d'encadrement. Ils sont pas naïfs, hein, ils voient bien que ce n'est pas uniquement pour rétablir l'égalité entre les cultes, que derrière il y a quand même une tentative de contrôle. Et donc ça tend à générer une certaine défiance vis-à-vis de toutes ces tentatives d'institutionnalisation. Et c'est vrai que lorsque moi j'avais été auditionnée par la commission sénatoriale, je leur avais dit qu'il fallait prendre le temps, c'est-à-dire il faut laisser, je pense, aux associations musulmanes, aux fidèles musulmans, le temps de s'auto-structurer. Et ça prendra du temps, ça sera sans doute long, ça sera sans doute compliqué. Mais je pense que c'est vraiment au prix d'une organisation endogène qu'on aura une institution qui sera légitime et qui du coup sera un interlocuteur légitime vis-à-vis du ministère de l'Intérieur ou vis-à-vis de l'Élysée quand il y a besoin. Votre travail, il a le grand mérite notamment de donner une profondeur historique à un problème qui n'arrête, enfin, à ce qui est considéré comme un problème de manière récurrente dans l'actualité. Cette commission qui a rendu son rapport sénatorial, qui a rendu son rapport le 6 juillet dernier, c'est pour définir un islam de France. Ça fait combien de temps que l'État veut définir un islam de France? Moi, je dirais que ça remonte à... Je pense que le premier qui a cette ambition-là, c'est Pierre Joxe. Alors, à son premier mandat à l'intérieur, il n'a pas vraiment le temps de faire avancer les choses. Et puis, je crois que ça n'intéresse pas trop Mitterrand à l'époque. Et puis, c'est vraiment à son deuxième mandat que ça va vraiment commencer à se mettre en place. Alors, c'est dû au fait que, notamment, dans ses conseillers, il y a Raoul Wexten qui a vécu longtemps en Algérie, qui a des préoccupations à ce niveau-là. Et puis, à partir de ce moment-là, finalement, hein, chaque ministre de l'Intérieur va avoir en charge cette question de l'islam de France. Alors après, il y a des colorations d'un ministre à l'autre. Certains ont été très interventionnistes, comme Nicolas Sarkozy. D'autres, comme Chevènement, marquent un tournant parce que, par exemple, ils acceptent
de s'asseoir à la table de l'UEIF, ce qui n'était pas le cas des précédents. L'Union des organisations islamiques de Pardon, France. l'Union des organisations islamiques de France, donc en gros qui accepte de prendre l'islam dans toutes ses composantes, même celles que l'État regarde avec un petit peu de Oui, méfiance. qui est censée être liée aux frères musulmans. Voilà. D'accord. Donc voilà, donc il y a effectivement des colorations différentes, mais ça... Et alors ce que vous montrez qui est assez frappant, c'est que comme l'État n'est pas censé intervenir dans le culte, un moyen de gestion et d'encadrement des imams, c'est à travers le droit au séjour des étrangers. C'est-à-dire qu'on donne, on va donner tel droit au séjour, au contraire on va le retirer. Est-ce que ça, pour vous, ça a un peu changé? Parce que là, par exemple, tout récemment, il y a 4 mosquées qui ont été fermées en Île-de-France. Ça fait une vingtaine depuis le 13 novembre 2015 au total. C'est plutôt dans le cadre de l'état d'urgence. C'est-à-dire que de toute façon, on est toujours dans la surveillance et dans un mode sécuritaire. Enfin, c'est le ministère de l'Intérieur en tout cas qui gère. Mais est-ce qu'on serait passé du coup d'une gestion via le droit de séjour des étrangers à une gestion via l'antiterrorisme? Alors, c'est sûr que les lois d'état d'urgence doivent donner des marges de manœuvre plus importantes parce que ce qu'on voit quand on ouvre les archives du ministère de l'Intérieur, c'est qu'on peut décider objectivement de vouloir inviter à quitter le territoire un imam étranger pour des raisons, parce que son discours ne plaît pas, et décider pour des raisons juridiques de mettre en avant d'autres raisons, et notamment le fait qu'il n'aurait pas le niveau de revenus requis, qu'il serait entré de manière illégale sur le territoire, etc. Et qu'avec les lois, avec l'état d'urgence, sans doute que c'est un petit peu moins compliqué, mais parce qu'on voit bien quand même que là aussi, c'est-à-dire que l'État est pris entre une forme de pragmatisme politique qui le vise à vouloir expulser certains imams, et puis le fait qu'un certain nombre des imams qui sont là ont le droit d'être là et parfois le droit de tenir les propos qu'ils tiennent. Je me souviens qu'on trouve dans les archives comme ça la volonté au tout début des années 90 d'exclure du territoire français des imams qui sont pro-Front islamique du salut, à l'époque où le Front islamique du salut est encore un parti légal en Algérie, ce qui pose quand même de vraies questions dans un État démocratique comme la France. On peut penser ce qu'on veut du discours du Front islamique du salut, mais c'était un parti légal en Algérie et en France, on considérait que c'était problématique. Et donc on voit bien, notamment dans les échanges entre le ministère de l'Intérieur, le cabinet du ministre de l'Intérieur et puis la direction des libertés publiques et des affaires juridiques, il y a une administration du ministère de l'Intérieur, qu'il va y avoir des négociations sur au titre de quoi on expulse tel imam. Après, l'État communique beaucoup sur les expulsions d'imams. Dans les faits, il en expulse assez peu. Souvent d'ailleurs ce qu'il fait c'est plutôt de maintenir des gens avec des titres de séjour extrêmement précaires parce que c'est une manière de leur rappeler qu'ils sont soumis à l'autorité de l'État, de leur rappeler qu'en fonction de la manière dont ils vont se comporter, ils vont obtenir ou non une reconduction de leur titre de séjour. Et je me souviens d'entretiens avec des gens notamment de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques qui disaient que voilà, ils n'ont pas toujours été très à l'aise avec la volonté de certains cabinets des ministres de l'Intérieur de maintenir des gens avec des titres de séjour très très précaires, alors qu'a priori le droit va leur donner accès à une carte de séjour de 10 ans, par exemple. Il y a deux choses dans ce que vous dites qui sont frappantes à la lecture de vos travaux. C'est que d'une part, on a l'impression que les imams ont toujours été pour l'État français à la fois le problème et la solution, ouais. Et que du coup les autorités naviguent. Et vous citiez l'exemple du FIS algérien, du Front islamique du salut algérien. C'est évident que les imams sont un enjeu de pouvoir plus ou moins fluctuant. Et ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas du tout, c'est pas du tout que pour les autorités françaises. C'est-à-dire que ça concerne des gouvernements étrangers, ça concerne des organisations islamiques transnationales et ça concerne évidemment les autres structures de l'islam de France. Comment est-ce que tout ça dialogue ou au contraire entre en conflit ? Alors, peut-être effectivement revenir pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux imams, parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué, je pense que c'est central. L'État s'intéresse aux imams parce qu'il leur prête un pouvoir, je ne suis pas sûre qu'ils exercent, mais il leur prête un pouvoir important. C'est toute votre dernière partie. Voilà, qui serait effectivement de dire qu'il a la capacité, que l'imam aurait la capacité de dire l'islam, ça c'est vrai, en partie en tout cas, et que donc il serait en capacité d'influer sur le comportement des gens qui fréquentent les mosquées. C'est là où je pense que c'est plus compliqué que ça. Et donc à ce titre-là, on prête à l'imam finalement la capacité de favoriser l'intégration des musulmans ou au contraire
de la freiner. C'est pour ça que c'est un enjeu. Alors, pour les autres, pour l'État en tout cas, pour les autres acteurs, il peut y avoir des raisons différentes. Alors, dans le cadre des pays d'origine, il y a effectivement le fait que pendant longtemps, le lien au pays d'origine passait beaucoup par les associations satellites des ambassades de l'Algérie, du Maroc, etc. Et donc plutôt par des associations plutôt nationalistes. Et puis progressivement, effectivement, on voit à partir des années, fin des années 80, début des années 90, ces États se préoccuper aussi de la question de l'encadrement religieux. Et on trouve par exemple dans certaines mosquées qui sont proches du Maroc, dans les mosquées, c'est pas anodin, des petits guides sur la manière dont on doit se comporter quand on est un jeune socialisé en France et qu'on revient au Maroc. Qui voit bien qu'il y a une question du lien avec le pays d'origine et donc une manière d'entretenir aussi une forme des fois de nationalisme. Pour les grandes fédérations musulmanes, l'enjeu c'est plutôt un enjeu d'affiliation, c'est-à-dire que par exemple la Grande Mosquée de Paris, en fournissant des imams fonctionnaires algériens, elle favorise l'affiliation d'un certain nombre d'associations musulmanes parce que elle donne accès gratuitement à des imams qui sont formés, considérés comme bien formés par les gens qui en tout cas font appel à eux. Voilà, pour l'UOIF, c'est un peu la même logique aussi. Voilà, on sait que lorsqu'on a des imams formés ou affiliés UOIF dans les mosquées, c'est le discours de l'UOIF qui va être diffusé. Mais en tout cas, l'imam est un enjeu de pouvoir. Et effectivement, ce qu'est un imam en France, et moi c'est ce qui m'intéressait, plutôt que de dire un imam c'est ça ou c'est pas ça, c'est de regarder comment cette définition, elle se construit au croisement d'intérêts différents, parfois contradictoires aussi. Alors justement, pour revenir à cette question assez centrale de qui sont les imams et ce qu'est un imam, parce qu'il a évidemment un rôle dans le rituel, mais pas seulement, il faut peut-être rappeler déjà quelque chose d'important, c'est que, en tout cas c'est le chiffre de 2005, mais ça n'a pas énormément évolué, 80% des imams sont étrangers. Ce qui à la fois raconte au fond l'histoire des migrations, avant tout, mais vous soulignez quand même que ça veut dire que c'est sans doute des gens qui ont été formés dans des pays musulmans, qui ont appris leur savoir et leur manière de pratiquer dans un autre pays que la France. Est-ce que ça pose un problème ? Alors moi, je suis sociologue, alors je ne pense pas en termes de... Enfin, pas comme ça en tout cas, je me pose des problèmes, mais dire c'est un problème, ce serait normatif. Je crois surtout que le profil des imams, il varie quand même, il faut le dire, assez fortement en fonction de ce qu'on pourrait appeler la morphologie de la communauté de fidèles à laquelle ils s'adressent. Parce que c'est quand même avant tout les responsables des associations et puis dans un second temps les fidèles qui font l'imam. C'est-à-dire qu'en général, souvent les responsables d'associations choisissent quelqu'un et puis pour qu'il reste, il faut qu'il soit validé par les fidèles. Et donc, quand même, souvent, c'est pas n'importe quel imam qui peut s'imposer dans n'importe quelle communauté. Donc, par exemple, alors vous avez évidemment des jeunes qui vont dire l'imam qui est dans cette mosquée, il ne nous correspond pas trop parce qu'il ne parle pas bien français, etc. Mais on a ça quand effectivement les jeunes sont francophones, sont une minorité. À l'inverse, dans des mosquées où vous avez majoritairement des jeunes nés socialisés en France et qui sont majoritairement plus à l'aise avec le français, vous allez avoir un autre profil d'imam. On le voit par exemple dans les mosquées qui sont affiliées au mouvement Jeunes musulmans de France, donc de l'Union des organisations islamiques de France. Voilà, où on n'a pas du tout les mêmes profils d'imams que dans des petites mosquées de zones rurales, où c'est quand même essentiellement les travailleurs immigrés retraités qui fréquentent le lieu de culte. Parce que, en fonction du profil, les fidèles n'ont pas les mêmes attentes. Par exemple, c'est que chez les personnes plus âgées, qui ont été d'abord socialisées, par exemple au Maroc ou en Algérie, l'art du tajwid, l'art de la récitation en arabe, c'est quelque chose auquel ils vont être extrêmement sensibles. Et donc, il ne leur viendrait pas à l'idée de recruter un imam qui, un, n'est pas parfaitement arabophone, et deux, qui ne connaissent pas le Coran par cœur. À l'inverse, dans certaines mosquées fréquentées par des jeunes nés socialisés en France, plus diplômés, finalement, c'est moins la récitation du Coran qui va compter que la maîtrise des modalités d'analyse de la jurisprudence islamique et de la manière dont on peut adapter cette jurisprudence islamique au contexte français. Donc ça dépend de ce qu'on va chercher à la mosquée. En fonction de ce qu'on va chercher à la mosquée,
on n'a pas forcément envie d'avoir le même type d'imam. Et c'est pour ça que, par exemple, il y a eu tout un débat dernièrement sur est-ce qu'il faut que les imams parlent français. Tout dépend des gens qui freiquentent la mosquée. Il y a des gens qui n'ont pas du tout envie d'entendre parler français à la mosquée, et ça peut s'entendre après tout, parce que justement... Ce qui pose un problème pour tous ceux qui surveillent voilà, les plages des mosquées. Oui, et encore, il y a quand même énormément de fonctionnaires de police qui sont capables oui, tout à fait qui sont eux-mêmes issus de familles où l'arabe était parlé, et où du coup qui le parlent très bien. Voilà, qui au contraire vont aller chercher dans la mosquée le goût du pays d'origine aussi. Donc, entendre parler l'arabe classique, c'est important. À l'inverse, effectivement, il y a des gens qui vont chercher autre chose et pour qui... donc, voilà, l'idée, je pense surtout, c'est qu'il faudrait arriver à ce que tous les courants de l'islam puissent s'institutionnaliser et avoir leur salle de prière. Par exemple, il y a quelques temps, il y avait une salle de prière inclusive, c'est-à-dire ouverte aux homosexuels, aux LGBTI. Ça, c'était quelque chose pour moi de très positif parce que effectivement, ça permettait. Je sais qu'il y a des initiatives de lieux de culte féminins dirigés avec des imams femmes qui sont aussi en gestation, et ça. Voilà, ça reste très minoritaire. Non, mais ça existe et on n'en parle jamais. Et je pense que c'est important de rappeler qu'il y a une grande diversité au sein des gens qui pratiquent l'islam, et que effectivement, peut-être certains ne trouvent pas dans les lieux de culte toujours ce qu'ils voudraient, mais que les choses, elles changent progressivement. Voilà, et que peut-être des fois, au lieu de parler systématiquement des problèmes de radicalité, de fondamentalisme, de montrer aussi qu'il y a plein de choses qui jouent, et d'autant que je crois que ce qu'a montré notamment toutes les manifestations autour de la manif pour tous, c'est de montrer que la communauté musulmane loi sans faux n'a pas le monopole d'une certaine forme de conservatisme. Il y a du conservatisme aussi chez les catholiques, chez les juifs, et puis il y a aussi des choses qui se passent sur des formes d'approche plus réformistes de la religion, et je pense que voilà, c'est aussi bien d'en parler de temps en temps. Alors c'est vrai que c'est bien d'en parler, mais c'est vrai que vous dites aussi que le conservatisme caractérise aujourd'hui quand même une grande partie des imams. Alors que l'islam n'est pas en soi une religion ni conservatrice ni libérale, on touche au point important que vous soulevez, c'est-à-dire que peut-être qu'on surestime le rôle des imams dans la manière dont ils peuvent influencer, façonner leur communauté de fidèles, alors que l'imam est peut-être d'abord le reflet de cette communauté. Et en même temps, on se demande pourquoi alors les imams sont si souvent, même si je vous entends, il y en a d'autres conservateurs, et on voit bien que ce conservatisme, même si on a du côté des catholiques, des juifs, des protestants, aussi des conservateurs, l'impression que l'islam est souvent en France un opérateur de conservatisme davantage que d'émancipation, et que c'est une des parties qui souvent pose problème à certaines fractions de la population française. Alors, je vous répondrai oui et non. Parce que, pourquoi alors, effectivement, il y a quelque chose qui tient au processus de légitimation des imams qui fait que c'est compliqué quand on est imam, non pas de ne pas être conservateur, mais d'être dans l'innovation. Pourquoi ? Parce que l'imam, il n'est pas légitimé par une institution. Il doit être populaire, pour le dire simplement, et donc il doit arriver à tenir au centre, quand même, d'attentes qui sont fondamentalement différentes. Et je crois que souvent, l'imam populaire, c'est celui qui arrive à avoir l'air d'avoir des positions comme ça très radicales, très tranchées, mais qui en même temps arrive à convaincre le plus grand nombre. Ce qui est, à mon avis, un exercice de funambule. Et que dans ce cadre-là, ce n'est pas toujours facile d'innover. Je vous donne un exemple très concret. D'une scène à laquelle j'ai assisté et que je raconte dans le livre, c'est une jeune femme qui veut se marier, qui va voir l'imam parce que son père ne veut pas qu'elle se marie avec cet homme-là, parce qu'elle... Je crois que de mémoire, elle doit être marocaine, le jeune est algérien, ou c'est l'inverse, et le père ne veut pas qu'elle épouse quelqu'un d'une autre nationalité. L'imam, lorsqu'il va répondre à cette attente-là, alors il a un discours en lui disant d'abord on est en France, donc tu épouseras qui tu veux. Par contre, c'est vrai que dans l'islam, normalement, il faut le consentement des parents. Alors après, si tu veux aller contre le consentement des parents, tu iras contre le consentement des parents, mais la question c'est comment est-ce qu'on peut faire pour avoir le consentement de ton père ? Et alors il est très prudent dans cette négociation, il essaye de lui expliquer qu'il ne faut pas qu'elle s'énerve, il accepte d'aller le voir, mais lui il est l'imam de cette jeune fille, mais il est aussi l'imam du père
Donc forcément, et de la mère et du frère, et donc effectivement, il faut qu'il arrive à trouver une position qui concilie des intérêts qui sont des fois difficiles à concilier, ce qui ne pousse pas à l'innovation, si vous voyez ce que je veux dire. Et en même temps, de dire que ce n'est pas un agent d'émancipation, c'est compliqué. Alors, même dans des imams qui peuvent avoir des positions assez rigoristes, et notamment là où j'ai fait de l'observation, on pourrait considérer que sur certains aspects, c'est un imam assez proche du texte, avec une lecture parfois un peu littérale, et en même temps, si on regarde au quotidien l'action qu'il mène auprès des femmes, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Je me souviens par exemple d'une fois où il y a une femme qui vient le voir et qui lui dit « Imam, est-ce que j'ai le droit de prendre la pilule ?» Alors il lui dit il n'y a pas de jurisprudence forcément unifiée là-dessus, mais il n'y a pas d'interdiction. La seule chose qui est interdite, c'est finalement de ne pas faire d'enfants parce que on ne fait pas confiance en Dieu, on n'a pas confiance sur le fait que Dieu nous donnera les moyens de l'élever. Mais si toi tu es fatigué, que toi tu n'as pas envie d'avoir d'enfants parce que tu ne t'en sens pas moralement capable, tu as le droit d'espacer les naissances. Et je sens que cette femme était très embêtée avec cette réponse, parce qu'elle aurait préféré que pouvoir rentrer chez elle et dire à son mari, l'imam a dit qu'on n'avait pas assez d'argent, et que non, il lui disait, toi en tant que femme, est-ce que tu as envie d'avoir un enfant ? Pour moi, ce n'est pas non plus complètement réactionnaire comme réponse. Donc je pense que c'est très compliqué. Pareil, les jeunes femmes qui vont chercher auprès de l'imam du savoir pour ensuite renégocier des choses dans leur couple, ça peut être aussi un agent d'émancipation. Alors sans doute avec la limite que il les aide à troquer souvent un patriarcat familial contre un patriarcat religieux. Alors qui sur le moment est émancipateur parce qu'il donne une marge de manœuvre supérieure, après qui peut-être des fois est plus difficile à gérer parce que c'est plus facile d'affronter son père que la parole divine. Alors on voit effectivement, et vous le dites, en tout cas la compréhension qu'on en a. Dans le livre que du fait de la manière dont l'imam est choisi, il a une marge d'innovation assez faible, parce qu'il est le gardien quand même de l'orthodoxie, c'est-à-dire du dogme, et de l'orthopraxie, c'est-à-dire des pratiques religieuses, alors que c'est vrai qu'on aurait pu attendre que le fait qu'il soit un tel religieux en contexte français soit propice à des réinterprétations de cette orthodoxie et cette orthopraxie en même temps. Oui, mais il réinterprète beaucoup aussi, c'est-à-dire qu'il ne réinterprète pas sur les thèmes sur lesquels l'État français voudrait qu'il réinterprète, du type le voile, etc. Mais en même temps, il y a plein d'innovations, de petites innovations qui se font, mais qui sont importantes. Par exemple, quelque chose qui se pratique beaucoup en France, il y a différentes écoles juridiques, et en général, les gens sont plutôt d'une école juridique qui correspond au Maroc, par exemple, on est plutôt malékite. En Turquie, c'est une autre école. Et ce qui se pratique beaucoup chez les imams, c'est de dire, on peut dire, majoritairement, je suis malékite dans mon rituel, mais par contre, face à des problèmes très pratiques, je vais aller chercher l'avis de l'école qui facilite le plus la pratique de la religion. Et donc, à ce titre-là, il y a des innovations qui ont lieu, par exemple, sur est-ce qu'on peut adapter l'heure de la prière lorsqu'on travaille, ou l'heure du prêche du vendredi. Voilà. Alors, c'est des petites choses. C'est adaptation plus qu'innovation. Voilà, on adapte. Parce qu'eux-mêmes sont, vous l'avez dit tout à l'heure, des émigrés immigrés. Et en ça, alors oui, ils ont été formés dans des pays qui ne sont pas la France. Par contre, ils sont quand même très directement confrontés, comme les fidèles auxquels ils s'adressent, à cette difficulté de devoir pratiquer une religion dont les acteurs qui produisent aujourd'hui la doxa, le discours dominant, effectivement, ne sont pas dans la même situation parce qu'ils sont dans des pays qui sont majoritairement musulmans, parfois avec des États qui se définissent comme musulmans. Et donc en ça, ils sont assez proches de leurs fidèles quand même. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, quand même, il y a plus de à peu près 50% des imams qui sont bénévoles en France, donc ils travaillent. Donc eux-mêmes, ils sont confrontés à la question de quand je travaille, où est-ce que je fais mes prières, est-ce que je les décale, est-ce que je les fais sur mon lieu de travail, donc en ça, ils sont aussi très... Oui, et puis il n'y a pas comme dans les pays musulmans, tous les oulémas, tous ces docteurs en droit qui peuvent qui pourraient adosser leur prêche à une autorité, non pas extérieure, mais en tout cas autre. Voilà, donc du coup, effectivement, il y a ça aussi, c'est qu'on a des imams qui sont sans doute moins formés,
ou en tout cas formés de manière moins homogène que dans les pays du monde arabo-musulman. Et en même temps, ils ont un pouvoir qu'ils n'ont jamais eu ailleurs. Parce qu'effectivement, l'imam, si vous prenez l'imam en Turquie ou en Algérie ou au Maroc, dans la division du travail religieux des clercs musulmans, il est tout en bas de l'échelle. En France, les imams ont une autorité beaucoup plus importante. D'abord, ils cumulent des rôles qui sont normalement occupés par des rôles différents, par des personnages différents dans les pays dits musulmans. Et puis, effectivement, ils ont une autorité qui est importante. Alors, ceci étant dit, ce n'est pas les seuls. C'est-à-dire qu'il y a aussi les prédicateurs. Il y a aussi les docteurs Google, les banques de fatwa, etc. Mais ce qu'on voit, c'est que souvent les fidèles, ils arrivent à trouver l'information par eux-mêmes. Mais ils vont voir l'imam quand ils ont besoin de hiérarchiser, qu'ils n'y arrivent pas tout seuls. Voilà, et ce qu'on voit, c'est que plus les gens sont diplômés et moins ils sont dépendants de l'avis de l'imam, plus ils se font confiance dans la hiérarchisation des différents avis qu'ils trouvent. Et moins les gens, par contre, effectivement, ont d'assurance scolaire, on va dire, et plus ils vont être dépendants de l'imam. Puis l'imam, on lui fait confiance, qu'on le voit vivre au quotidien aussi. Donc voilà, il y a des relations interpersonnelles qui se tissent, des affinités aussi électives, on se ressemble, on est d'accord sur plein de choses, donc on fait plus facilement confiance qu'à une cassette ou qu'à un site internet. Oui. Et est-ce que, bon, on parle de l'imama pour situer, c'est à la fois une institution qui a grossi, au début, dans les années 70, on est autour d'une centaine d'imams, à partir du début des années 90, on est plus sur un millier, aujourd'hui on doit être quoi, 1200, enfin bon, c'est difficile de savoir. Mais on peut estimer qu'il y a, dès qu'il y a une salle de prière, il est censé avoir un imam, alors après qui va se dire imam ou qui va dire qu'il fait fonction d'imam, mais à partir du moment où il y a rite communautaire, il y a forcément imam. Donc on estime, je crois qu'il y a 2500 lieux de culte musulmans en France aujourd'hui, on peut estimer qu'il y a à peu près autant d'imams, voire plus, parce que des fois il y a 2-3 personnes qui s'occupent de ce rôle-là en même temps, quoi. Ouais. Et c'est ça que vous montrez, c'est qu'à la fois il y a une vraie professionnalisation, après ça reste quand même des profils hétérogènes entre les bénévoles, les salariés, les profils sociologiques, les relations qu'ils entretiennent avec les associations culturelles. Est-ce qu'on peut savoir, sur un chiffre qui a beaucoup augmenté mais qui reste pas non plus énorme, la grande question, alors qui est peut-être une question d'État et d'État civil, qui est combien d'imams sont sur un discours rigoriste, combien d'imams sont sur un discours permissif, et en gros, combien d'imams se situeraient trop loin des normes de la société française? Alors, moi, en état, je ne suis pas en état de répondre à la question. Par ailleurs, je ne suis pas sûre qu'il faille la poser comme ça. C'est ce que j'essayais de vous expliquer tout à l'heure quand je vous disais cet imam. Voilà, cet imam, par exemple, dont je vous parlais, qui disait à cette femme la question, est-ce que toi, tu te sens capable d'avoir un enfant? Ce qu'on peut trouver être une situation plutôt progressiste, va considérer que la musique est interdite. Enfin, a priori, pas interdite, il ne le dirait pas comme ça, mais en disant, comme il n'y a pas accord entre les savants, moi, je préfère être le plus prudent possible, et donc je déconseille à mes fidèles d'écouter de la musique. On peut considérer que c'est une position rigoriste. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que d'abord, il n'y a pas d'homogénéité des acteurs. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent être très novateurs sur certaines questions, beaucoup moins sur d'autres. Après, il y a la question de qui tient des propos qui sont contraires à la loi ou pas. Je pense ça devrait être plutôt la question que se pose l'État. C'est-à-dire que il y avait un conseiller de Chevènement qui m'avait dit « J'ai mis très longtemps à comprendre que, en gros, un musulman modéré, c'était un musulman qui faisait pas chier les flics. » Alors, c'est dit de manière un peu brutale, mais je pense qu'il y avait un petit peu de ça. C'est que cette catégorie-là, moi, elle me convient pas. C'est-à-dire qu'après, on peut essayer de se demander si tel imam est plutôt dans telle mouvance de l'islam, tel mode d'interprétation. Je pense que les catégories de modérés radicaux, c'est vraiment des catégories d'État et qui ne nous aident pas à penser la question. Donc voilà. Pareil, on trouve dans les archives, par exemple, au moment de la Seconde Guerre du Golfe, des indications en disant « Attention, tel imam a pris position contre l'intervention ». Oui, enfin, je crois que la majorité de la population française était aussi opposée à l'intervention en Irak. Alors, voilà, moi, ce qui me dérange, c'est toujours quand on pose des questions à un culte qu'on ne pose pas aux autres.
ou qu'on pose à une catégorie de citoyens, ou voilà, des questions qu'on ne pose pas aux autres. Ça me semble toujours très problématique. Donc on entend tout à fait la manière problématique de poser justement ce problème comme un problème. Néanmoins, on comprend pourquoi est-ce que il peut y avoir une volonté d'encadrement. Et ce que montre votre livre, c'est que en gros, toutes les tentatives d'encadrement, qu'elles aient été faites par l'instrumentalisation du droit au séjour des étrangers, par finalement le recours à des procédés diplomatiques, hein, on ne peut pas rentrer là dans le détail, mais vous montrez qu'il y a des jeux très différents, et en plus avec des pays où le rapport aux imams n'est pas du tout le même, donc en fait on ne peut pas faire la même chose avec chaque pays. Que ce soit les projets de formation d'imams, pour revenir à ce dont on parlait au début, tout ça, ça n'a jamais marché vraiment. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'il y ait une affinité qui se fasse entre les imams et ses fidèles, et qu'effectivement, l'État ne peut pas contrôler ça. C'est un mécanisme qui est trop fin, qui rend compte voilà, de relations interpersonnelles, etc. Et je pense que, un peu comme je vous ai dit tout à l'heure sur l'institutionnalisation d'une instance représentative du culte musulman, je pense qu'il faut faut aussi faire confiance aux gens à un moment donné, et que ce sont les communautés de fidèles qui choisissent leur imam. C'est comme ça que ça fonctionne. Et d'ailleurs, on voit bien, hein, un des dossiers qui a le moins marché au CFCM, c'était bien le dossier des imams, parce que les mosquées n'avaient pas du tout envie de laisser à une instance supérieure, hein, la possibilité de dire qui pouvait être imam ou pas. Alors, évidemment, il faut des garde-fous, mais ces garde-fous... Enfin, pour répondre de manière très frontale à votre question, pour moi, la question du rigorisme religieux, voire de certaines formes de discours qui sont problématiques, c'est un peu le symptôme d'autres problèmes, quoi. C'est-à-dire que je nie pas le fait qu'il peut y avoir des mosquées où il y a des propos problématiques qui sont tenus, un rapport à l'État et au terrorisme qui soit... même si je ne pense pas que ce soit les mosquées d'ailleurs le lieu de diffusion principal. Là, vous anticipez sur ma dernière question. Parce que je vous disais, comme il faut être l'imam de tout le monde, du coup, à moins d'avoir un lieu de culte où tout le monde est pro-Daesh, c'est compliqué de tenir des propos ouvertement de ce type-là. Mais je pense que surtout, si vous regardez un peu les trajectoires des gens qui ont participé aux actions terroristes dernièrement, ce n'étaient pas des gens qui étaient très religieux. Non, beaucoup ne sont jamais passés par des mosquées. Voilà. Ou alors pendant une très courte voilà, période. et quand ils y sont passés, je ne suis pas sûre qu'ils aient eu une relation intense avec l'imam qui permet de dire que... voilà. Donc, moi, ça me pose problème qu'on se focalise sur l'islam, alors que je pense qu'effectivement, les problèmes plus... Alors, sans doute parce que je suis sociologue, mais pour moi, le problème, c'est le manque de travail, c'est la violence qui traverse aujourd'hui notre société, notamment le racisme, et aussi la violence policière. Tout ça, ça aide pas non plus à quelque chose de... C'est l'excuse sociologique, ça. Hein, voilà, c'est l'excuse sociologique, mais je n'en sortirai pas. Je pense vraiment... Mais plus sérieusement, parce qu'effectivement, il y a un côté à la fois étrange depuis... bon, après, c'est vrai que quand il se passe des choses de l'ampleur des attentats du 13 novembre ou de l'attentat de Nice, on cherche des réactions. Enfin, tout le monde aussi est un peu désemparé. Et donc là, on a bien vu monter ce thème de redéfinir l'islam de France, de lancer cette fondation pour l'islam, avec la polémique chevènement sur laquelle on ne va pas revenir maintenant. À la fois, effectivement, si on considère ça d'un point de vue sociologique, on voit bien que la plupart des djihadistes ne passent pas par la mosquée, donc finalement, ce n'est pas vraiment l'organisation d'un islam de France. En même temps, on peut aussi se dire que susciter, alors que, ne serait-ce que du fait de la résonance médiatique, il y a aujourd'hui, voilà, on voit très bien la voix d'un islam djihadiste, enfin d'un djihadiste islamique plutôt, d'un islam ultra rigoriste, susciter d'autres formes d'expression, des formes d'expression, et comme vous dites, non pas créées d'en haut, mais qui donnent leur place à l'autonomie des communautés musulmanes, parce que celle-ci n'est pas homogène, ça a du sens, non ? Oui, mais là encore, ça doit venir des gens. Je pense que le problème, c'est que dès que ces tentatives vont apparaître comme instrumentalisées par l'État français, elles sont délégitimées tout de suite. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que la plupart des imams, même ceux qui auraient pu avoir une ampleur un peu nationale, ont toujours refusé de participer aux instances de type
Corif ou au type CFCM, donc toutes les tentatives d'institution du culte musulman, parce qu'ils voient bien que ça risque de mettre en danger les liens de confiance qu'ils ont créés. Donc je pense que vraiment il faut... la République a des lois et voilà, est-ce que les imams respectent la loi ou pas? Il peut y avoir de la surveillance. La loi de 1905 permet la surveillance des lieux de culte. Alors on l'a oublié parce qu'aujourd'hui on surveille sans doute moins. Par exemple, pendant très longtemps, on a surveillé les églises catholiques. C'est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Ça l'est peut-être un peu plus d'ailleurs avec tout ce qui s'est passé autour des manifs pour tous, etc. Mais voilà, donc on a des lois qui existent qui, moi, me semblent suffisantes. Et je ne suis pas sûre que de traiter sur un mode spécifique la religion musulmane, ça aide à régler le problème. Ça ne fait que renforcer un sentiment de surveillance, d'exclusion, d'être traité à part. Et ça donne de l'eau au moulin à des gens qui veulent se servir de ce sentiment, et parfois qui est assez fondé, d'exclusion, etc. Voilà, pour des fois aller vers des choses vraiment problématiques. Donc voilà, je pense qu'il faut s'occuper des vrais problèmes. Et pour moi, la structuration de l'islam en France n'est pas un vrai problème. En tout cas, elle ne mérite pas toute cette attention de la part de l'État. Donc cette fondation pour l'islam de France, plutôt que de lire ce qui avait été créé par Jean-Louis Debré, les échos des prêches et de la communauté musulmane envoyés chaque semaine par les RG, nous lui conseillons la lecture de votre livre, Solène Joanneau, Les imams en France, une autorité religieuse sous contrôle. C'est publié chez Agone. Merci beaucoup. Merci beaucoup.